עכשיו הירוק אל הסגול, כמו נפשה האדמה מנימה של תקווה, אולי כעת ייעלמו כל הסודות, ואין סימן שהגאולה קרבה. זהו עידן האמת, עידן של יחד, זה הזמן להתעמת עם כל הפחד, להיות כולנו שוב אחים, לחיות בחוף מבטחים. אל תמרו נואש כי בא עידן חדש. האם הייתה לנו אי פעם הזדמנות? האם בחרנו באמת בנתיב הכי נכון? שרק לא ניפול באותה שאננות שלקחה לנו את הביטחון. האם הייתה לנו אי פעם הזדמנות? האם בחרנו באמת בנתיב הכי נכון? שרק לא ניפול לאותה שאננות שלקחה לנו את הביטחון. זהו עידן האמת, עידן של יחד, זה הזמן להתעמת עם כל הפחד, להיות כולנו שוב אחים, לחיות בחוף מבטחים. אל תמרו נואש כי בא עידן חדש. זהו עידן האמת, עידן של יחד, זה הזמן להתעמת עם כל הפחד, להיות כולנו שוב אחים, לחיות בחוף מבטחים. אל תמרו נואש כי בא עידן חדש. אל תמרו נואש כי בא עידן חדש. Il y a un clip plein d'émotions. Les paroles sont illisibles. Je vais commencer après. Difficile d'avoir derrière une pensée émue pour les enfants et les otages qui sont également encore en détention. Je vais passer, alors vous avez compris que ce soir nous avons un parterre de personnalités avec des témoignages les plus poignants. Chacun va dévoiler sa vérité, son savoir. Nous avons autour de nous, mais je vais laisser Aurélie présenter nos conférenciers. Dans un premier temps, nous avons la chance d'avoir Élie Korchia, notre président du consistoire central, qui est venu et qui va vous dire quelques mots pour ouvrir cette belle cérémonie, cette belle conférence. Merci Jacques. Chers amis, je serai assez bref puisque vous êtes venus évidemment pour partager des moments et des questions et des réponses qui vont avoir lieu tout à l'heure avec nos deux invités d'honneur, mais c'est toujours important pour moi de venir à certaines grandes conférences, certains moments importants de cette vie culturelle de la communauté juive de Levallois et cette organisation et cette programmation remarquable semaine après semaine, et je le dis vraiment en présence du rabbin Shalom Lelouch et de Jacques Assous au niveau de la commission culturelle. Toujours important pour moi quand je le peux de venir à certaines occasions, et ce soir je ne pouvais pas ne pas être là avec vous à vos côtés par rapport aux deux personnalités qui sont ici. Et je voulais remercier Aurélie Assouline qui s'exprimera juste après moi, et le rabbin Lelouch clôturera après cette présentation introductive, pour venir ce soir avec deux personnalités que vous allez entendre. Tout d'abord mon confrère Thibaut Montbrial. Thibaut de Montbrial qui est un confrère qui se bat au quotidien, comme vous le savez,
pour la lutte contre le terrorisme dans notre pays. Nous avons un point commun, même si nous n'avons pas partagé nécessairement beaucoup de procès, mais nous avons un point commun, c'est que depuis toutes ces dernières années, en ce qui me concerne depuis l'attentat de l'école aux Arts à Torah de mars 2012, et toutes les années qui ont suivi, où j'étais aux côtés de Samuel et Myriam Sandler, et j'ai évidemment une pensée, Thibaut, ce matin, pour celui que vous avez connu, celui que j'ai accompagné pendant toutes ces années, Samuel Sandler, qui est mort, qui est décédé en début d'année, et qui a été un des visages de la lutte contre le terrorisme dans notre pays, le père et le grand-père de Jonathan, de Gabriel Ariel Sandler, et qui a, pendant toutes ces audiences devant les 2 procès, la cour d'assises spécialement composée, été une voix, un visage empli de dignité, de force et de respect dans la mémoire des victimes. Et ce que fait Thibaut de Montbrial, c'est effectivement porter la voix des victimes du terrorisme, et plus que cela encore, comme ce que nous essayons de faire dans nos missions respectives. Nous ne sommes pas nombreux à le faire dans le pays aujourd'hui, mais nous le faisons à des niveaux différents mais complémentaires. Porter la voix des victimes du terrorisme, et surtout œuvrer, parler, agir, en tout cas au niveau des pouvoirs publics aujourd'hui, pour que notre pays puisse mieux faire face à la lutte contre le terrorisme. Et je lui dis très clairement, je ne sais pas ce que nous dira tout à l'heure Thibaut de Montbrial, mais il faut que vous sachiez qu'il y a eu des progrès, des évolutions depuis 2012. 2012, c'était il y a 12 ans, c'était hier. Lorsqu'il y a eu les attentats de l'école aux Arts à Torah à Toulouse et les attentats à Montauban, il faut savoir qu'il y avait des failles de sécurité, des dysfonctionnements terribles dans notre pays. Notre pays est mieux armé aujourd'hui en 2024 pour lutter contre le terrorisme qu'il y a encore une dizaine d'années avec ce nouveau terrorisme islamiste qui a tué à partir des attentats de 2012 et que nous avons connu évidemment à partir de l'année charnière de 2015, puisque vous savez que nous célébrerons dans quelques jours, nous commémorerons dans quelques jours, dans un mois, les terribles attentats de janvier 2015. Donc être à vos côtés, cher Thibaut de Montbrial, ce soir c'était important pour moi en tant que président du Consistoire de France, pour vous écouter et pour continuer à porter les combats pour que notre pays soit mieux outillé dans cette lutte contre le terrorisme. Et évidemment, être aux côtés d'un père comme Elie Stivi, qui se bat pour la mémoire aussi de son fils et pour que le corps de son fils puisse revenir en Israël. Et aussi, il traverse le monde entier pour que les otages puissent retourner dans leur famille. Nous savons que cette guerre que mène Israël aujourd'hui est une guerre terrible, qui est à la fois une guerre sur un terme plus long que ce qu'on aurait voulu pour combattre les leaders et les infrastructures des terroristes, mais c'est aussi un combat qui doit leur permettre de ramener les otages. Car le devoir impérieux de l'État d'Israël est de pouvoir ramener en son sein les otages. C'est le devoir impérieux de l'État d'Israël aujourd'hui, et c'est important de recevoir Elie Stivi, qui va nous parler de son fils, qui va nous parler des otages, et qui va nous parler tout simplement de la vie. Parce que ceux qui veulent en face, les terroristes, qu'ils viennent commettre des actes en Europe, ou dans notre pays, ou dans le monde entier, mais évidemment ces terroristes qui sont aujourd'hui en Israël, à côté d'Israël, que ce soit dans la bande de Gaza ou au nord du pays, ils prônent la mort. Rappelez-vous toujours, et je terminerai par cela, cette phrase du terrorisme qui a été dite tant en 2012 qu'en 2015. Vous aimez la vie comme nous aimons la mort. Et je crois que si on est là ce soir, c'est avant tout pour une chose, monsieur le rabbin. Il est dit dans nos textes sacrés, dans notre tradition, j'ai placé devant toi la mort et la vie, et tu choisiras la vie. Alors nous sommes ici, nous continuerons à toujours faire des manifestations, des rassemblements, ma chère Aurélie, des rassemblements avec les collectifs qui se battent pour la libération des otages. Nous continuerons toujours à prôner la vie, et nous l'emporterons toujours, parce qu'à la fin, malgré les affres de l'histoire contemporaine, à la fin, la vie l'emporte toujours face aux semeurs de haine et aux porteurs de mort. Chers amis, bonne soirée. Absolument. Shalom Lelouch. Voilà, mes très chers amis, nous nous sommes réunis ce soir pour à la fois évoquer la mémoire du fils de Elie. Et
c'est pour nous, évidemment, un moment à la fois rempli d'émotions, un moment qui est important, un moment qui est essentiel dans la vie d'un homme ou d'une femme, quelles que soient ses convictions religieuses, quelles que soient ses intentions, quelle que soit finalement sa vie et son histoire. Il est important pour chacune et chacun d'entre nous d'avoir en tête qu'aujourd'hui, le combat qui est le vôtre, Élie, ce serait et ça devrait être le combat de chacune et chacun d'entre nous. Ce n'est pas le vôtre. C'est un combat qui est mené aujourd'hui et qui doit être mené, qui aurait dû être mené comme il se doit, par n'importe quel être humain sur Terre, normalement constitué, ni plus ni moins. On n'a pas besoin d'être juif, et vous en êtes aujourd'hui, cher maître, le témoin présent et vivant de cette force qui est la vôtre, de votre combativité. Et je sais ô combien aujourd'hui, vos positions, vos pensées, vos théories ne sont pas des théories qui finalement font l'unanimité en France. Et bien au contraire. Et vous avez à la fois la pugnacité qu'on vous reconnaît à travers votre livre notamment, mais à travers aussi vos propos, à travers aussi également votre positionnement qui aujourd'hui finalement n'attire pas grand monde. Mais vous avez décidé effectivement, et je voudrais au nom de cette belle assistance vous adresser nos vifs remerciements et notre infinie reconnaissance pour le combat que vous menez au quotidien, et on peut applaudir très très fort. Cher Élie, moi j'aimerais simplement vous dire que lorsqu'on a un poids comme le vôtre, j'aimerais au nom de cette assemblée, de cette noble assemblée, vous dire que nous partageons et nous portons avec vous, chacune et chacun d'entre nous, aujourd'hui, à décider, en venant ici, comme vous l'avez fait ce soir, au sein de ce bâtiment du centre culturel, avec Aurélie qui a eu vraiment l'ingénieuse idée d'organiser cette magnifique soirée au sein de cette communauté. Je voudrais vraiment te remercier et te dire ô combien également, au moment où tu m'as appelé la semaine dernière en me proposant cette soirée, immédiatement, nous avons apporté une réponse positive. Parce que c'est quelque part un devoir pour chacune et chacun d'entre nous. Et il est important de le faire. Parce qu'on a très peu de personnes avec nous aujourd'hui qui œuvrent dans cette direction. Et voilà pourquoi il était important, et je le dis en présence de Maître Élie Korchia, du président du Consistoire de France. Je le dis en présence également de toutes les personnalités présentes ce soir. Au moment où, après le 7 octobre, nous avions proposé à tous les bâtiments de France de porter le visage de tous les otages. Normalement, on l'aurait fait, quel que soit le pays, quelle que soit la zone géographique où on aurait eu à enregistrer des otages, on se serait positionné. Et nous, malheureusement, nous avons essuyé des refus. Et voilà pourquoi, à Levallois, la première communauté juive de France a décidé sur son bâtiment de porter le visage de tous les otages qui ont été enlevés après, malheureusement, à l'occasion du 7 octobre. Et voilà pourquoi, parce que dans la vie, je crois qu'il est important de prendre chacune et chacun d'entre nous sa part de responsabilité en disant nous avons un devoir vis-à-vis de l'histoire. Et nous, en France, et en particulier à Levallois, nous avons décidé
finalement un principe tout simple, qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et qu'on a décidé à ce moment-là de porter effectivement le visage sur ce bâtiment de tous les otages. Et je voudrais également terminer par vous dire, mon cher Elie, ô combien aujourd'hui, ce que vous sillonnez le monde entier, vous allez être reçu très prochainement à Washington par le président nouvellement élu, M. Trump. Vous allez rencontrer, dans les jours qui viennent, M. Biden. Vous allez effectivement avoir, et comme vous l'avez eu à travers maintenant depuis le 7 octobre, vous essayez de faire passer un message. Et je vois que votre message, il est rempli de dignité, il est rempli d'humanité, et il est rempli d'amour. Et je crois que ce que je retiendrai de vous, c'est cette confiance que vous gardez envers le Tout-Puissant. Et ça, c'est pour moi un véritable exemple, un modèle de vie, et à la fois aussi quelque chose que nous devons, vers lequel nous devons effectivement, duquel nous devons nous inspirer. Et vous êtes pour nous un grand inspirateur, pour chacune et chacun d'entre nous. Et c'est, je crois, ce que vous laissez transparaître à travers le petit film que nous avons vu, c'est, vous savez quoi, vous avez essayé, et je crois que c'est la force du peuple juif, vous avez essayé de susciter chez nous la haine, vous n'aurez que notre amitié et notre fraternité. Nous devons rester humains, nous. Malgré tout, je sais ô combien il est difficile au quotidien de vivre ces moments, mais de rester humain. Et je crois que c'est votre force. Et vous nous donnez encore plus de puissance aujourd'hui lorsqu'on est capable de voir à travers cette vidéo encore ce kéfier palestinien, d'accord, sur la tête, comme le faisait remarquer tout à l'heure Maître Elie Korcia. C'est quelque chose de formidable, c'est-à-dire que nous comprenons à travers le monde, et vous le faites, vous, devant le barreau, vous avez effectivement cette défense qui est la vôtre, et à laquelle nous nous inspirons, et de laquelle nous nous inspirons. Je crois qu'il est important de faire la différence entre effectivement des terroristes contre lesquels nous devons effectivement nous battre, et des personnes qui peuvent être effectivement des êtres humains qui veulent vivre une vie paisible. Et vous faites le distinguo, et ça c'est formidable. Vous savez, il faut vraiment une grande force pour encore une fois réussir à faire la différence. Et je voudrais terminer par un petit propos, et en m'adressant à l'avocat que nous avons l'honneur et le privilège d'avoir à nos côtés aujourd'hui. Alors il y en a plusieurs, mais je parle de notre intervenant ce soir. Je voudrais simplement nous dire, et finalement, vous savez, je pleure. Aujourd'hui, vous défendez Samuel Paty. Et vous le faites avec brio, évidemment. J'aimerais simplement nous dire, mes chers amis, que si, vous savez, après les attentats de Toulouse, déjà eu un professeur qui avait été tué en France, si le monde entier, si la France tout entière s'était à ce moment-là mobilisée, Samuel Paty serait avec nous encore aujourd'hui. Et je voudrais vraiment avoir une pensée pour lui, que son âme repose en paix, parce que quelque part, nous sommes tous, quand je dis tous, ceux qui n'étaient évidemment pas présents à la marche qui a suivi ces attentats de Toulouse, et là on est quelque part co-responsable de cette situation-là. Voilà, donc je voudrais terminer par une note positive. La note positive, c'est que nous devons rester évidemment unis, soudés et clairvoyants. Et je crois que ce que vous faites aujourd'hui au quotidien, c'est finalement nous donner la possibilité d'y voir beaucoup plus clair, et surtout de secouer les consciences, de les sensibiliser, et de sensibiliser le monde libre dans lequel nous vivons aujourd'hui. Voilà ce que je tenais à vous dire. Vous remercier à toutes et à tous
d'avoir été présents. Je remercie également notre président de la commission culture présent parmi nous, toutes les personnes qui évidemment se sont déplacées ce soir. Et je voudrais évidemment saluer Florence. Voilà, je voudrais qu'on applaudisse très fort. Il y a eu l'occasion, il y a quelques temps, il y a quelques semaines, il y a quelques temps, quelques mois maintenant, il y a quelques mois déjà, de venir dans notre calendrier littéraire, etc., et qui nous a véritablement transporté par son propos, mais qui nous a également été une sorte de lumière pour la communauté juive de France et la communauté juive de Levallois. Et je voudrais, en votre nom, et en votre nom à tous, et en mon nom personnel, lui souhaiter toutes nos félicitations pour sa décoration qui aura lieu dans quelques semaines. Voilà. Elle sera élevée au rang de la Légion d'honneur. Je voudrais qu'on l'applaudisse très fort. Voilà, toutes nos félicitations. Et nous sommes évidemment très honorés et très heureux de vous avoir avec nous ce soir. Merci à vous et je vous souhaite une excellente soirée. Voilà, Florence, la maître de cérémonie, je te passe le micro. Je te laisse la parole. Alors, d'abord, merci à tous de vous être déplacés aussi vite parce que nous vous avons mobilisés très rapidement. Je vais vous expliquer pourquoi. Merci évidemment à nos invités. Et je vais commencer par Shalom parce qu'effectivement, je l'ai appelé la semaine dernière en urgence en lui disant qu'il faut absolument qu'on trouve un endroit pour recevoir les Stevie. Et il n'a pas seulement répondu présent tout de suite, il s'est démené pour dégager un espace dans cette synagogue puisque vous avez remarqué qu'il y a un autre événement à l'étage. Donc, merci infiniment Shalom qui répond présent à chaque fois. Et lui aussi, cher Élie, qui est un grand soutien du collectif Satopop depuis le départ et de la cause de manière générale, évidemment, de tous les collectifs et toutes les associations, qui nous accompagne absolument partout, qui est même venu avec nous devant le Sénat manifester contre l'UNRWA parce qu'on se bat aussi, on a plusieurs combats au sein du collectif, parce que les geôliers des otages, c'est évidemment aussi l'UNRWA qui ont participé de manière certaine aux enlèvements et au massacre du 7 octobre. Et comme vous le savez, la France finance l'Europe, les Nations Unies, pour cette organisation onusienne de la honte. Et l'Europe, dont les fonds français également, finance également cette organisation. Et donc on a été parler aux sénateurs pour demander de stopper, nous continuerons jusqu'à la fin ce combat contre l'UNRWA. Je voulais aussi remercier Florence de ta présence, de ton inscription, merci beaucoup. Merci d'être là et félicitations pour l'élévation au rang de la Légion d'honneur. Un grand honneur de t'avoir avec nous ce soir et j'aimerais beaucoup qu'on puisse t'entendre également si tu en as envie. Je voulais aussi remercier évidemment tous les membres du collectif, notamment tous ceux qui ont participé à l'organisation en dernière minute de cet événement et surtout tous les colleurs qui depuis 1 an vont dans les rues tous les soirs pour que les aujourd'hui, c'est pas facile. Ils laissent leur maison, leur famille, parfois ils y vont en couple, donc c'est des moumous. Ça fait longtemps, ça fait 1 an et 4 mois. On a besoin de colleurs, on a besoin de personnes qui viennent nous aider parce que tant qu'on aura des personnes dans les rues qui viendront nous taguer, nous arracher les affiches, il faudra à chaque fois qu'on vienne répondre à leur haine en remettant de l'humanité, en replaçant les otages sur la carte de l'humanité. On en a besoin, ce sont des êtres humains, comme vous et moi, ils n'ont rien à faire dans Gaza, ils n'ont rien à faire dans cet endroit, dans ces tunnels. Enfin, j'ose même pas imaginer les conditions dans lesquelles ils sont et pour lesquelles maintenant on a un peu plus d'informations. Donc, tant qu'on viendra nous les arracher, il faudra retourner coller. Donc, je vous invite, si vous êtes prêts à les coller le soir, peu importe votre âge, peu importe votre religion, peu importe votre catégorie socio-professionnelle, tout le monde est dans la rue pour aller coller les affiches des otages. N'hésitez pas à venir voir Jessica, Jordana, Gaëlle, Laetitia, Elodie, enfin tous ceux qui organisent les collages sur tous les territoires, parce que pas que Paris.
On en fait aussi dans toute la France, à Grenoble, à Lyon, à Marseille. Donc n'hésitez pas si vous avez des personnes que vous connaissez. Je vous dis c'est long et on a besoin de bénévoles, donc venez. Je voulais aussi remercier mon ami Thibaut, que je connais de longue date et qui, sans aucun doute, s'est engagé, absolument aucun doute, s'est engagé sur la cause qui est la même, puisque concrètement, le terrorisme est une cause non pas nationale, non pas israélienne, mais internationale. Elle touche tout le monde, tous les pays. L'Occident se retrouve dans une espèce de croisade idéologique de l'islam radical. C'est un combat qui mène de longue date, on l'a entendu avant même le 7 octobre sur ces sujets. Et comme on se rappelle tous ce qu'on a fait, ce qu'on faisait le jour du Bataclan, ou ce qu'on faisait le 11 septembre, on se rappelle tous ce qu'on faisait au moment du 7 octobre. Et Thibaut a répondu présent sur tous les plateaux télé, sur toutes les conférences et les interventions qu'il donne. Et donc je te remercie infiniment de venir répondre à toutes nos questions, puisqu'aujourd'hui je pense qu'on est passé non plus au stade de la croisade terroriste, mais de l'hyperterrorisme qui devient de plus en plus violente. Et je voudrais qu'on en parle ensemble. Je remercie Élie aussi, Élie qui est mon amie et qui a son fils à Gaza, qui a été enlevé au festival Nova alors qu'il était bénévole photographe. Il a été enlevé parce qu'il sauvait des personnes. Il a sauvé 2 personnes qui, grâce à lui, sont vivantes et n'ont pas été ni attrapées ni tuées. Le 6 octobre 2024, l'armée et l'État d'Israël sont venus lui annoncer que son fils était décédé. Il n'y croit pas, donc on a envie de ne pas y croire avec lui, de continuer à y croire. On n'a pas de preuves, il n'y a pas d'ADN, il y a quelques secondes d'images, il vous en parlera lui-même, donc on va espérer avec lui, comme pour d'autres otages qui ont été annoncés décédés. Et je vous rappelle qu'au tout départ, des otages avaient été annoncés décédés et ont été libérés. Donc on va continuer à espérer, on va continuer à les coller, à coller leur visage, à parler d'eux et à les parler partout, à tous les relais qu'on a. Pas seulement les médias, mais aussi dans les écoles, partout où est-ce que vous pouvez en parler. Je sais que c'est pas simple et qu'on est très vite agressé. Je sais que la responsabilité a très vite tourné de bord, puisque dès le 8 octobre, c'était oui, mais il n'y a pas de mais. Et il est hors de question qu'on laisse des partis politiques en France, dans le pays des droits de l'homme, commencer à nous dire que oui, mais c'est la résistance. La résistance, ce n'est pas de violer, ce n'est pas de boucler, ce n'est pas de décapiter, ce n'est pas ça la résistance. Ce n'est pas ça. Et un jour, je me suis retrouvée sur un média avec un monsieur dont je ne me souviens plus le nom, j'ai peur de m'en souvenir, qui m'a dit: mais madame, les Allemands, c'était des résistants. Pardon. Voilà. Donc ça m'a laissé aussi sans voix. Donc j'aimerais qu'on parle de ce combat. J'aimerais qu'Élie nous raconte son combat pour son fils, mais aussi pour tous les otages. Et on va commencer par toi, Thibaut, si tu veux bien. Parce qu'effectivement, Thibaut, vous avez la chance de pouvoir écouter un ponte sur le sujet. Et je voulais que tu nous donnes, d'abord qu'on commence par définir très clairement qu'est-ce que c'est que le terrorisme. Quelles sont les principales évolutions qu'il y a eu au cours des dernières années, des dernières décennies, et quelles sont les limites et les failles que nous avons d'un point de vue judiciaire et militaire. J'ai droit à 4 heures pour répondre. Vous pourrez aussi acheter son livre. Le terrorisme, bonsoir à tous. Je vous dirais bien que je suis très heureux d'être là avec vous ce soir, ce qui est humainement vrai, mais en réalité je suis absolument consterné parce que la raison, le lien qui nous unit ce soir autour d'Élie, mais autour de tous ceux dont les visages sont à côté, c'est un lien apocalyptique et c'est un lien qui... Enfin, comme ça ? Oui, c'est comme ça. Je peux carrément me lever, si vous voulez. Oui. Ce que je vous disais, c'est que je suis heureux d'être avec vous ce soir et en même temps, j'aurais tellement préféré que nous nous rencontrions dans d'autres circonstances. Ce qui nous unit ce soir, c'est un drame absolu. Ce drame absolu, c'est l'abomination qui a frappé Israël le 7 octobre 2023. Et cette journée du 7 octobre 2023
tu as eu raison de rappeler qu'elle est aussi importante dans nos mémoires, mais parce qu'elle est aussi importante dans nos vies politiques, que le 11 septembre 2001 ou le 13 novembre 2015 pour les Français. Le terrorisme, c'est un mode opératoire, c'est un moyen d'action. Le terrorisme n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est l'idéologie qui est derrière. Le terrorisme, c'est un mode d'action politique. Vous avez des gens qui tentent de faire de la politique en jouant le jeu de la démocratie, en se présentant à des élections et en essayant d'être élus avec des arguments. Et puis vous en avez d'autres qui considèrent que leur chance de conquérir un pays, eh bien, c'est de le terroriser, de le déstabiliser et de le fracasser. C'est l'utilisation de la violence à des fins politiques et c'est la raison d'être du terrorisme. Mais pour ce qui concerne les islamistes, l'idée à garder à l'esprit, où que ce soit dans le monde, et c'est vrai en Israël avec le prétexte de la Palestine, c'est vrai en Europe occidentale, c'est vrai dans tous les pays occidentaux, et c'est vrai bien au-delà, c'est vrai en Asie, dans un certain nombre de pays. C'est que ce qui sous-tend l'action des islamistes, c'est l'Oumma, c'est la communauté des musulmans, c'est la conquête mondiale. Il n'y a pas de moyen politiquement correct de dire ça. Les Français ont essayé, avec Emmanuel Macron, de théoriser, ce qui était déjà un pas en avant, de sortir de la question du communautarisme pour parler de séparatisme. Mais le séparatisme, c'est un mot qui est une fausse bonne idée. Parce que séparatisme, ça implique un repli. Or, en réalité, ce n'est pas un repli, c'est une avance, c'est une conquête. Et la raison pour laquelle, à mon sens, le 7 octobre 2023 est un changement absolument majeur, non seulement pour des destins individuels, non seulement pour l'État d'Israël, mais pour l'ensemble du monde occidental, c'est que c'est la première fois que dans le monde entier, en conséquence de l'énorme choc qui a constitué pour chacun d'entre nous la découverte de ce qui s'était passé, chez tous les musulmans radicalisés du monde, il était devenu possible de faire vaciller l'Occident. Ça n'avait pas marché le 11 septembre 2001. Ça n'a pas marché. C'est plus compliqué que ça, mais ça n'a pas directement marché le 13 novembre 2015 en France. Mais le choc de vaincre, au moins pendant 24 heures, le mythe de l'invincibilité d'Israël, avec le pays le plus sécurisé, avec la meilleure armée, les meilleurs services de renseignement du monde occidental, avec toute l'aide, notamment américaine, c'était le mythe de l'invincibilité. Et le fait d'avoir pu causer à Israël une telle défaite tactique, ça a été bien au-delà des conséquences pour le Moyen-Orient, parce que finalement, avec un an de recul, les conséquences pour le Moyen-Orient, c'est que Israël a en grande partie affaibli, on va dire, le Hamas, et par le jeu des dominos pendant un an, a fini par affaiblir de façon quasi inespérée, en tout cas si j'en crois tous mes contacts avec les amis des services de sécurité israéliens, le Hezbollah et même l'Iran. Donc finalement, un an après, la situation tactique, paradoxalement, elle est presque meilleure qu'un an avant. Mais sur le plan psychologique, et sur le long terme, bien au-delà de l'année qu'on vient de passer, pour les années à venir, dans le monde entier, et en tout cas dans le monde occidental, ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est que dans l'imaginaire de tous les musulmans radicalisés, l'Occident n'est plus invincible. Et l'idée de gagner est une idée qui commence à se répandre dans les réseaux, alors vous avez des réseaux organisés, et d'une manière plus générale, chez tous ceux qui portent la parole de l'islam politique. Donc, en réponse à votre première question, ce qu'il faut retenir, c'est que notre ennemi, parce que c'est un ennemi, hein, on ne va pas se leurrer, vous savez que ce n'est pas vous qui définissez votre ennemi, c'est l'ennemi qui vous désigne. Et le philosophe Jung disait en 1965 que si quelqu'un vous désigne comme son ennemi, vous avez beau protester, faire vos protestations d'amitié en disant « mais je ne veux pas être ton ennemi ». Si lui veut être votre ennemi, vous n'aurez pas d'autre choix que de le combattre ou de vous soumettre. Même si ce n'est pas vous qui l'avez choisi. Donc ce sont nos ennemis. Et ces ennemis, ils sont mus, ils bougent avec une motivation idéologique qui est cette conquête. Et cette conquête peut prendre plusieurs voies. La voie de la violence, on en a parlé. La voie du jeu politique, les frères musulmans sont très forts à ça. C'est-à-dire intégrer les conseils municipaux, se faire élire, conseils municipaux, députés, rentrer dans les partis politiques,
travailler comme une petite fourmi à la base pour dire, et si dans notre programme, allez, et si dans notre programme on mettait, rien de bien grave, le blasphème, le droit au blasphème. Et si dans notre programme on mettait, rien de bien grave, la nourriture halal dans les écoles, oh, et puis le choix des jours fériés. Vous savez, la politique des petits pas. Tout ça, c'est aussi dangereux que le terrorisme. C'est même plus dangereux. Pourquoi? Parce que ça ne le voit pas. On ne le voit pas. Le terrorisme, ça nous sidère. On se souvient tous d'où on était, tu l'as dit, le 7 octobre. Mais personne ne se souvient de la première fois que dans telle ou telle usine, dans telle ou telle grande entreprise, tous les syndicats ont été pris par les islamistes. Aujourd'hui, l'un des points de prise de pouvoir en France et en Europe de l'Ouest des islamistes, c'est tous les lieux de pouvoir, mais pas les lieux de pouvoir au sens le Premier ministre ou le Président de la République. Ça, ce sera l'objectif ultime. Mais les lieux de pouvoir de la vie politique, de la vie économique, les syndicats, je prends cet exemple à dessein, sont des cibles qui sont des cibles déjà très largement engagées par les islamistes. Dernier mot pour que vous ayez à l'esprit, après il y aura d'autres questions, mais dernier mot pour bien comprendre le schéma, c'est que vous avez des groupes qui sont des groupes non étatiques, mais vous avez aussi des États. Et que les États peuvent être dans des logiques qui sont des logiques de conquête à connotation religieuse. Et pour moi, aujourd'hui, il y a deux États qui sont extrêmement dangereux pour l'ensemble de l'Occident de ce point de vue. C'est la Turquie, parce que ma conviction, c'est que Erdogan est dans une logique qui consiste à rétablir un califat et que c'est quelque chose qui n'a pas fini de nous coûter. Vous savez, par exemple, vous ne savez pas qu'il y a un organe en Turquie qui s'appelle la Diyanet, qu'on peut traduire par le ministère des Affaires religieuses, qui a un budget qui est supérieur au ministère des Affaires étrangères turc, supérieur au MAE, et dont le financement consiste quasi exclusivement à faire des efforts sur la France, la Suisse et l'Allemagne pour mettre en place des gens de chez eux et déstabiliser nos institutions sur 20 ou 30 ans. Donc ça, c'est un programme qui est connu, que les services de renseignement français ont identifié, mais qui continue à se dérouler. Et l'autre pays, je n'ai pas besoin de vous faire de longs débats là-dessus, c'est l'Iran. Et ce qu'il faut savoir, c'est que de façon assez étrange, en la matière, il peut y avoir des convergences d'intérêts entre les sunnites et les chiites, ce qui n'est pas totalement intuitif, et que l'Iran a toujours eu une culture de la guerre secrète. L'Iran a fait la guerre à la France en 1985 et 1986 avec une campagne de terrorisme absolument terrible dont vous vous souvenez peut-être et dont on a appris après que c'était la partie souterraine de la réponse iranienne à la vente par les Français des centrales nucléaires aux Irakiens. Donc l'Iran a toujours eu une tradition de la guerre secrète contre les Occidentaux. Il y a un certain nombre de raisons de penser qu'il y a des cellules du Hezbollah qui sont en place en Europe de l'Ouest et que si le Moyen-Orient s'enflammait, ce qui est jusqu'à maintenant, alors c'est les Israéliens, ils ont quand même vécu une vraie inflammation. Mais il n'y a pas eu de guerre totale ouverte, non contrôlée au Moyen-Orient, mais il est vraisemblable que si jamais il y en avait une, l'Europe de l'Ouest et donc la France subiraient instantanément une vague d'actions violentes qui serait ourdie par l'Iran, même si la main serait sans doute des voyous locaux, des voyous français, enfin, quand je dis français, mais ce que je veux dire, qui seraient financés par les services iraniens. Voilà, pardon, c'était un petit peu long pour brosser ce tableau, mais il faut comprendre que nous sommes entrés dans une logique qui est une guerre qui a une forme civilisationnelle, qu'il ne faut pas être naïf, et qu'il faut lutter pied à pied, contre toute volonté de conquête de chaque pas par l'islamisme, quel que soit le prétexte, dans le sport, dans les entreprises, dans les syndicats, bref, dans tous les relais de notre vie quotidienne. J'avais d'autres questions, mais je vais rebondir tout de suite, parce que tu nous parles de la Turquie et de l'Iran, effectivement. Il semblerait que Elialine Setoul, qui serait un proche des gardiens de la révolution islamique en Iran, aurait tenu une conférence au sein même de l'école militaire le 17 octobre dernier, dans laquelle il compare les attaques du Hamas du 7 octobre à la résistance française. Alors comment est-ce que ça c'est possible? Quel est le niveau d'infiltration des réseaux iraniens que nous avons en France? Et en fait, quelles sont nos failles en Europe et en France pour permettre à des proxys iraniens, turcs, qataris aussi, finalement, quelle est la place du Qatar? Quelles sont nos failles et comment est-ce qu'on peut continuer à trouver la bonne solution pour les combattre? Alors, la principale faille, c'est la naïveté.
Pas la démocratie, parce que moi je fais partie des gens qui pensent que la démocratie a non seulement le droit, mais le devoir de se défendre, y compris en utilisant dans un cadre légal la force. Mais la naïveté, c'est pas une question de système politique, c'est une question d'angélisme des gens qui le composent. Alors, il y a une chose qui différencie énormément la France d'Israël, c'est que Israël n'a jamais été naïf, parce qu'Israël est un État qui est en quasi-état de guerre, avec des ennemis plus ou moins énervés à l'ensemble de ses frontières, depuis sa création. Ce qui induit une vigilance permanente qui passe par la préparation de la population, depuis les enfants qui apprennent à aller dans les abris sans s'affoler, jusqu'aux parents, où les filles et les garçons vont passer la durée de service militaire que vous connaissez. Ça a des conséquences fondamentales sur l'état d'esprit du pays. Ça veut dire que la question d'avoir besoin de se défendre, c'est une question qui n'en est pas une, parce que c'est une évidence. En France, c'est tout l'inverse. Nous avons la chance, parce que c'en est une chance absolument inestimable, mais avec un effet pervers. Nous avons la chance d'être en paix depuis plus de 70 ans. Mais la conséquence de cet état de paix, c'est que nous avons collectivement, comme peuple, perdu progressivement l'ADN du besoin de se défendre. L'ADN du besoin de comprendre qu'il y a des gens qui peuvent vouloir nous détruire pour ce que nous sommes. Et la conséquence pratique, c'est que chacun dans la population peut tout à coup se trouver confronté à une situation qui est une situation de rupture de normalité. Et c'était totalement sorti de l'esprit collectif. La France encore aujourd'hui a du mal à réagir autrement que par les fleurs et les bougies et les ours en peluche quand il y a un attentat. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène terrible qui m'avait frappé, parce que souvent les exemples valent mieux qu'un long discours. Juste après le 13 novembre. Quand je dis juste après, c'est le 2 ou 3 jours après. Il y avait, on a vu à la télé, lors d'un des endroits où il y avait les grands dépôts de gerbes de fleurs, il y avait un petit garçon d'à peu près 5 ans qui était avec son père qui devait avoir 30 ou 35 ans. Et le journaliste tendait comme ça le micro, et le petit garçon, il avait le front barré par une ride de gravité qui n'était pas de son âge, mais qui était là. Et il disait, papa, les terroristes, ils ont des fusils. Et le père lui répondait, mais c'est pas grave, mon chéri, parce que nous, on a des fleurs et des bougies. Et attendez la suite. Et le fils, qui était déjà suffisamment grand pour comprendre qu'on le prenait pour un con, regardait son père et lui disait, mais vraiment avec cette ride de souci, il disait, mais papa, les fleurs et les bougies, ça ne peut pas battre les fusils. Et là, et c'est à mon avis totalement irresponsable, mais très révélateur de notre naïveté, son père l'a pris dans les bras avec toute la force que ça implique quand on est le fils et que votre papa vous prend dans les bras et vous rassure, et lui a dit, mais si, mon chéri, mais si, avec les fleurs et les bougies, on va battre les fusils. Et là, le fils a à moitié changé de tête. La ride a un peu disparu, et on a senti qu'il avait envie de se laisser arnaquer, mais qu'il comprenait quand même que derrière tout ça, il y avait quelque chose qui ne collait pas. Là, je ne le connais pas, ce garçon. On est 10 ans après, il doit avoir 15 ans, et ça ne m'étonnerait pas que ce jeune homme aujourd'hui ait envie d'être policier ou militaire. Parce qu'il fait partie d'une nouvelle génération qui, au plus loin de sa conscience, n'aura plus jamais connu l'insouciance que notre peuple a connue. Alors, depuis 70 ans. Alors, pour répondre à la question sur l'Iran et sur les comparaisons avec la résistance, l'Iran, donc, c'est la naïveté. Il faut être intransigeant, il faut écouter nos services de renseignement, il faut que les politiques les écoutent, il faut que nos politiques arrêtent de penser qu'ils sont plus malins que les autres, parce que l'état de la France montre que c'est pas vrai. Et il faut en particulier combattre pied à pied. Je vais vous raconter une anecdote qui rejoint ce que tu viens de dire. J'ai passé 10 heures avant de venir ici à la cour d'assises de Paris, où je suis donc l'avocat d'une partie de la famille de Samuel Paty, dont vous vous souvenez qu'il a été décapité par un Tchétchène suite à l'exposition de ce qu'il avait fait, ou d'ailleurs en l'occurrence pas fait dans une salle de classe, par un certain nombre de relais de l'islamisme en France. Et il se trouve qu'aujourd'hui, nous avons interrogé, la Cour et les parties ont pu interroger le principal mis en cause, qui est un espèce de semi-imam, je dis semi-imam parce qu'on n'a pas très bien compris au bout de 10 heures s'il était imam ou pas, et qui s'appelle Sefri Louis. Et Sefri Louis est très connu des services de renseignement français, un type extrêmement malin, très bon manieur de la langue, le genre à parler 20 minutes et ensuite quand il arrête, vous vous demandez ce qu'il a dit.
Et c'est lui qui a fait des messages en disant que ce qu'avait fait Samuel Paty, une vidéo en disant que c'était abject, que c'était une croisade contre les musulmans. Et en 8 minutes, il est parti d'une question de caricature dans une salle de classe pour parler du massacre de 8000 musulmans à Srebrenica. C'est-à-dire qu'il a déclenché dans l'esprit des musulmans le réflexe classique de victimisation qui conduit à l'émotion un certain nombre de gens à avoir envie d'aller venger le prophète et donc d'agir comme ça. Et quand on lui a posé la question, pourquoi est-ce que le collectif que vous avez créé en 2004 s'appelle le collectif Cheikh Yassine? Parce que c'est Frioui, et il a créé un collectif et il lui a donné le nom de Cheikh Yassine. C'est quand même, quand vous connaissez bien l'actualité du Moyen-Orient, vous savez qui est le Cheikh Yassine. Et quand on lui a dit, mais enfin quand même, Cheikh Yassine, c'est quand même quelqu'un qui était très engagé. Et il a dit oui, je fais son accent parce qu'il est tard. Il a dit oui, mais le Cheikh Yassine, c'est un résistant. Et il a dit, parce que le Hamas, c'est un parti de résistance. Et il a dit, tous les gens qui sont opprimés et dont la terre est prise, ils ont le droit, c'est international, c'est le droit de résister. Et là, il a fait évidemment tout de suite. Il a dit d'ailleurs, vous les Français, eh ben, vous avez Jean Moulin. Cheikh Yassine, c'est comme Jean Moulin. Donc, il a dit à l'audience aujourd'hui que Cheikh Yassine, c'était comme Jean Moulin. Alors, évidemment, et curieusement d'ailleurs, personne n'a vraiment rebondi là-dessus. Donc, quand ça a été mon tour, je pensais que la question serait posée avant, notamment par le parquet. Elle n'a pas été. Et je lui ai dit, mais il y a une différence. En vrai, il y en a beaucoup, mais j'ai voulu faire court. Il y a une différence. C'est que la résistance française, pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle n'a jamais ciblé volontairement des civils. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des civils tués en victimes collatérales d'actions sur le terrain. Mais par principe, les femmes et les hommes de la résistance française n'ont jamais ciblé des civils. Alors que le Hamas a toujours ciblé des civils, systématiquement. Et inutile de revenir sur le 7 octobre, puisqu'il est dans nos mémoires et dans nos cœurs. Donc ce sont des différences fondamentales, mais dans le discours, et c'est ça qui est terrible, dans le discours, au sein d'une jeunesse qui n'est plus éduquée, qui n'a plus de culture générale, qui est abrutie par les réseaux sociaux, d'ailleurs il n'y a pas que la jeunesse qui est abrutie par les réseaux sociaux, eh bien il y a une espèce d'égalitarisme, et c'est ça mes amis contre quoi nous devons lutter. Nous devons rappeler que tout ne se vaut pas. Tout ne se vaut pas. Le Hamas ne vaut pas la résistance française. La religion, l'islam rigoriste ne vaut pas la religion juive ou la religion chrétienne dans les libertés qui sont données aux uns et aux autres, et en particulier, je pense aux libertés données aux femmes. Il y a des différences, il y a des valeurs, il y a des graduations. Nous ne pouvons pas considérer que cet égalitarisme doit désormais être le baromètre de l'appréciation de la façon dont on doit organiser la société. C'est ça contre quoi il faut lutter pied à pied. Il faut le courage de le dire, le courage de le dénoncer. Moi, je suis inquiet, parce que je ne sens pas, au sein de la classe politique française, le ressort nécessaire pour mettre en place le quoi qu'il en coûte dont on va avoir besoin pour faire face à tout ça. Le quoi qu'il en coûte sur le Covid, on a su le faire, avec d'ailleurs aujourd'hui on voit les résultats budgétaires, bien que ce ne soit pas la seule raison, mais le quoi qu'il en coûte, qui va devoir être celui de l'Europe de l'Ouest, pas seulement de la France, mais de l'Europe de l'Ouest, face à la poussée terrible de l'islam radical, qui est une poussée assise sur une poussée démographique, donc ça c'est une réalité extrêmement inquiétante, eh bien c'est un combat qui est déjà engagé, qui va durer, et dont je ne suis pas sûr que nous sommes en train de nous donner les moyens de le gagner, notamment à cause de cette naïveté. Justement, tu as raison, je suis aussi inquiète sur la classe politique que je connais bien, puisque je pense que tout le monde a compris, tout le monde sait les dangers qui sont à notre porte, c'est même à l'intérieur de la maison, mais je ne suis pas sûre qu'ils réalisent à quel point. Tant qu'on n'est pas touché dans sa chair ou auprès de sa famille, je pense que tout le monde ne réalise pas à quel point, et tout le monde n'est pas prêt au quoi qu'il en coûte. A contrario, on a des partis politiques qui ont réussi à être infiltrés, y compris intellectuellement, je ne sais même pas s'ils arrivent à croire eux-mêmes à ce qu'ils disent, qui sont prêts à défendre une loi pour
abolir l'apologie du terrorisme du code pénal. Ce sont des partis politiques qui arrivent à utiliser les réseaux sociaux, qui arrivent à starifier des élus plus ou moins jeunes, plus ou moins, je veux dire, intelligents. Quand on voit certains niveaux, j'ai pas osé, je l'ai fait. Comment est-ce qu'ils arrivent à utiliser ces réseaux sociaux? Quel est l'impact de ces réseaux sociaux qui va toucher, qui va aller chercher à pousser les jeunes vers les extrêmes, notamment on le voit avec TikTok, avec tous ces algorithmes, l'intelligence artificielle? Comment est-ce qu'ils arrivent à utiliser tout ça, à starifier ce genre d'élus? Et comment est-ce que, de l'autre côté, sur les partis plus républicains et plus intelligents, logiques, comment est-ce qu'on doit pouvoir intervenir pour nous aussi fédérer et réussir à engager, des jeunes, des moins jeunes, voilà, qui viennent se battre pour ce réel combat et en avoir conscience surtout. Oui, c'est là encore, c'est une vaste question. Ce qui est d'abord sur les partis en question. On va les nommer, c'est la France Insoumise et une partie des écologistes. Il y a des écologistes qui sont verts rouges et des écologistes qui sont verts verts. Ce qu'il faut avoir compris, c'est que ce sont des organisations politiques qui ont intégré dans leur développement stratégique l'hypothèse de l'islam. C'est-à-dire que, pour faire très court, et en caricaturant un petit peu, le vote ouvrier a basculé il y a une quinzaine d'années vers le Front National, à l'époque, avant qu'il devienne le Rassemblement National. Du coup, la gauche radicale a perdu son électorat traditionnel, qui était l'électorat traditionnel de la gauche depuis 150 ans. La mue a été terminée à peu près au moment du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Et donc, la gauche radicale a dû se chercher un nouvel électorat. Et ça tombait bien, puisqu'il y avait l'émergence d'un nombre suffisant pour qu'il y ait un poids électoral dans l'électorat de Français de deuxième ou d'immigrés de deuxième ou troisième génération qui sont français. Et donc c'est cet électorat qui est séduit avec une grande ambiguïté. Parfois il n'y a pas d'ambiguïté, mais quand même souvent dans le débat public il y a une ambiguïté, mais avec des messages codés pour séduire la jeunesse et contribuer avec la méthode des frères musulmans que Florence connaît et sur lesquels Florence a écrit un livre merveilleux que vous devez courir acheter si ce n'est pas déjà fait pour comprendre le frérisme et son fonctionnement. Donc la façon dont le cycle qui vise à désintégrer les jeunes qui sont français mais qui sont musulmans pour les renvoyer vers l'identité de leur religion et les séparer de l'identité nationale qui devrait être celle liée simplement à leur nationalité. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un plan que la France Insoumise développe. Il y a un exemple flagrant, c'est l'utilisation de Rima Hassan pendant la campagne des élections européennes. Rima Hassan n'a pas fait un tweet sur l'Europe, elle n'a fait que des tweets sur Gaza. Elle est allée en Jordanie manifester avec les gens du Hamas. Et le jour des élections européennes, parce que les images valent mieux que les mots, eh bien, elle était à la droite ou à la gauche, je ne me souviens plus, de Jean-Luc Mélenchon, avec son kéfier, et la place qui lui avait été attribuée valait mieux que 20 minutes de discours du grand Che Mélenchon. Alors, la deuxième question, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on peut déplorer, on peut dire c'était mieux avant, etc. C'est comme ça. Donc, ça ne sert à rien de se lamenter. Ce qu'il faut, c'est faire avec, essayer de réguler, tout ça très bien. Mais globalement, si on fait de la macro-politique, c'est-à-dire en grande masse, il faut faire avec. Donc, il faut, de façon absolument décomplexée, utiliser les mêmes méthodes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne ne peut sérieusement faire de la politique sans investir le champ des réseaux sociaux, aller faire de la segmentation de clientèle en choisissant TikTok, Instagram, etc. C'est pas possible. Le politique qui vous dit « Ah non, moi je veux pas, oh là moi j'ai une fille, elle va sur Instagram, oh c'est rigolo, oh là là, moi j'y vais pas », il a perdu. Il a perdu. Si sa fille va sur Instagram, il faut qu'il soit sur Instagram pour aller toucher politiquement les amis de sa fille. Parce que c'est pas sur le journal de TF1 qui est regardé par les plus de 65 ans que les gens vont le découvrir, premièrement. Donc il faut que les politiques investissent complètement, y compris dans leur méthode de com,
les réseaux sociaux avec des community managers, etc. On a vu lors de la dernière campagne électorale présidentielle en 2022 que c'était encore très inégalement maîtrisé. Ça, c'est essentiel. Et puis la deuxième chose, mais on en revient toujours au même point, c'est le courage. Aujourd'hui, la plupart des gens ne veulent pas aller sur ce terrain pour, on va dire, au moins 2 raisons. La première, c'est que l'un des coups de génie des islamistes, c'est l'islamophobie. C'est-à-dire, c'est l'assimilation à racisme et islamophobie de quiconque dit ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous parler d'un combat politique contre non pas une religion, mais un système idéologique politique qui dérive d'une religion, ce qui n'est pas du tout la même chose. Mais le concept d'islamophobie, il a vocation à stigmatiser les gens qui luttent contre l'islam radical, donc contre l'islam politique, au nom de la liberté religieuse, ce qui est un contresens absolu, puisqu'en réalité, la liberté religieuse disparaîtrait si jamais ces gens-là arrivaient au pouvoir. Et le corollaire, c'est la deuxième raison, c'est le risque de violence. C'est qu'aujourd'hui, quand vous faites ce que fait Florence, c'est-à-dire comme anthropologue, d'écrire un livre, qui est un livre documenté, c'est pas un délire de fin de soirée ce qu'a fait Florence. C'est une analyse documentée par une anthropologue qui n'était pas à l'origine une grande rigolote qui courait les fêtes, mais qui par contre a toujours bossé et qui a fait un travail que personne n'avait osé faire sur les mécanismes d'entrisme des islamistes dans les sociétés occidentales. Quelle est la conséquence? Je prends l'exemple de Florence parce qu'elle est là, mais c'est la même chose pour nous tous. C'est-à-dire que vous êtes aussitôt stigmatisés, on commence par dénigrer le travail, on dit ouais, ce travail, voilà, elle est quand même très controversée, cette fille. Donc si vous prenez par exemple mon exemple, ça a été ouais, mais l'avocat, le mec il est quand même un gros facho. Il est de droite, il a été militaire quand il était jeune, oh là là, parachutiste, non, c'est terrible. Donc on prend des choses comme ça de la vie, qui sont des choses dont on a plutôt de quoi être fier, c'est des choses d'engagement, on les retourne, et ça permet déjà de dire oulala, déjà je suis sûr. Ensuite, il commence à y avoir des campagnes offensives. Les premières, c'est des injures. Et puis ensuite, ça déroule, ça va jusqu'aux menaces. Et après, il y a les agressions. Donc, et tout ça évidemment part aussi par les réseaux sociaux. Donc, quand vous faites le bilan, vous avez, quand vous voulez vous engager, quand vous vous dites, si vous vous dites, bah tiens, cet avocat, ce qu'il dit, c'est pas mal, Florence, c'est bien, les gens comme Elie Korchia, c'est des gens courageux, ils s'engagent. Mais après, vous dites, ouais, mais attends, t'as vu? Et ils vivent, ils ont des policiers autour d'eux en permanence, même en vacances, ils peuvent plus se balader tout seuls dans la rue. Et puis, c'est un truc, un jour, aller prendre un mauvais coup de couteau, parce qu'à une sortie de CNews, on ne sait jamais. Et donc, on en arrive à ce que les gens vous disent, mais moi, ça m'arrive tous les jours. Les gens me disent, ce que tu fais, bravo, tu es super courageux, bravo, félicitations. Alors je dis, ouais, c'est gentil, mais si on est 10 000 à faire comme moi, il n'y a plus de question de menace. C'est parce qu'on a la masse avec nous. Tout seul, c'est un problème. À 5, c'est un problème. À 20, ça commence à aller mieux. À 10 000, il n'y a plus aucun problème. Et là, c'est, oh oui, mais non, mais tu comprends, mais moi j'ai des enfants. Moi aussi j'ai des enfants. Ah oui, mais alors moi j'ai... Et en fait, il y a toujours 1000 bonnes raisons, vous savez. C'est beaucoup plus facile d'être lâche que d'être même pas courageux, mais d'être simplement de se lever et de se dire, voilà, aujourd'hui, notre pays, il est à un moment de son histoire où c'est extrêmement compliqué. On a pensé, parce qu'on est sorti de 70 ans de paix, qu'on était invulnérable. Les Français aiment bien avoir une haute opinion d'eux-mêmes. Et donc, comme on est le pays des Lumières et qu'on aime donner des leçons au monde entier, on ne peut pas imaginer que des gens nous détestent pour ce que nous sommes. C'est deux grandes différences avec Israël. En Israël, tout le monde est prêt à se battre et tout le monde sait que tous les voisins vous détestent. En France, on ne comprend pas qu'on puisse être détesté parce qu'on est si formidable, si sympa. En plus, on est globalement un peu plus intelligent que les autres. Et donc, on accumule toutes les tares pour ne pas se mettre en état d'être capable de se défendre. Donc moi, je ne me résigne pas à cette chute, mais c'est vrai que c'est compliqué et qu'il faut reprendre ce chemin. Il faut être malin et sans jamais sortir du cadre légal, éventuellement d'ailleurs en le renforçant un peu, mais ça c'est une question plus politique, mais qui est une vraie question, mais être capable de rendre les coups pied à pied et de restaurer la grandeur de notre pays. Vous savez,
ce petit courage dont on parle, c'est rien par rapport au courage de nos ancêtres qui étaient dans les tranchées en 1917 et dont beaucoup sont morts, sont sur les murs de nos monuments aux morts, à l'ombre des drapeaux dans nos 36 000 communes. Et là où ils sont, puisque moi je suis chrétien, donc je suis le cousin des juifs, qui sont plus que des cousins, qui sont des frères. Et je crois à une transcendance. Ça aussi, c'est quelque chose qui manque dans notre pays. Et je suis extrêmement ému de voir des amis juifs qui ont cette même croyance, cette transcendance, parce que pour moi, c'est vraiment deux religions qui sont extrêmement proches. Et cette transcendance, elle a beaucoup aussi abandonné l'Europe de l'Ouest. Aujourd'hui, la transcendance, c'est les réseaux sociaux, c'est de jouer à des jeux vidéo, c'est d'adorer des chanteurs, des joueurs de foot quand ils ne deviennent pas dépressifs. Donc, c'est des choses. Il faut retrouver le sens de l'essentiel, parce que c'est le sens de l'essentiel chez nos anciens et en Israël, le sens de l'essentiel chez tous les enfants d'Israël qui portent l'uniforme aujourd'hui, qui font que les pays se pérennisent. Les démocraties et les civilisations ne sont pas immortelles. J'ai peur de la résignation. Parce que le courage, c'est visiblement pas donné à tout le monde. Il faut que ceux qui sont courageux le transfèrent, le transmettent, fédèrent autour de ça. Mais je le vois, à titre d'exemple, j'ai un ami qui vient d'être agrégé de philosophie, qui a fait une première année d'enseignement. Ça va te toucher, puisque tu es sur le procès Paty. Il ne faut pas faire de blagues, et le chef d'établissement n'avait pas donné l'information, il a découvert par une autre voie qu'il avait un élève fiché S avec sa famille. Eh bien, il s'est résigné, il a dit j'arrête, je vais chercher un travail dans la communication, du coup, il n'enseignera pas. Tu en as parlé tout à l'heure, dans les associations sportives, les infiltrations sont monnaie courante. Patrick Heron se bat énormément là-dessus, qui est de la région. Il a écrit un livre aussi sur le sujet. J'imagine que dans le système judiciaire, dans le système militaire, dans le système politique, tu en as parlé aussi. On l'a vu en 2014 avec une montée incroyable de musulmans qui ont été élus. Et, même si amalgame, pas amalgame, on sait très bien que dans le lot, il y a forcément des personnes qui viennent insidieusement et pernicieusement venir proposer des petites actions politiques. Juridiquement, parce que tu en parlais tout à l'heure, quel est l'arsenal judiciaire que nous devons travailler et sur lequel il faut se battre pour pouvoir justement empêcher cette résignation et ces infiltrations? C'est sans doute l'enjeu majeur. L'enjeu majeur, c'est la prise de conscience globale, mais ensuite, quand on décline les champs, c'est la mère de toutes les batailles. Il faut concilier la conscience de la gravité du danger avec l'impératif de conserver malgré tout nos lois démocratiques. Alors, nos lois démocratiques permettent beaucoup. On a y compris des états d'exception. On a l'état d'urgence qui a été mis en œuvre notamment après les attentats de la fin de 2015. On a l'article 16, dont il semblerait que le président de la République envisage de l'utiliser pour autre chose que ce à quoi il est supposé servir. On a l'article 36, dont on parle moins, mais qui est un peu le même genre. Donc, il y a des situations qui sont permises par le droit si jamais on avait des problèmes au quotidien, c'est-à-dire des ruptures de normalité qui fassent que nous traversions une crise tellement grave que les institutions ne puissent plus fonctionner correctement. Après, ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est la lutte contre une idéologie, parce qu'en France, il y a un droit de liberté d'expression et qu'on ne peut pas combattre des idées. Alors, il y a notamment ce débat, tout à l'heure, j'ai posé la question et puis on est parti sur autre chose, mais l'apologie du terrorisme. L'apologie du terrorisme, c'est un délit qui avant était dans la loi sur la presse, depuis 1881, et le droit de la presse, c'est un droit qui est un droit, donc c'est le droit de la liberté d'expression, c'est un droit assez élégant, où il n'y a aucune mesure coercitive, et où la police ne peut pas enquêter. Donc c'est sûr que la France insoumise a envie de remettre l'apologie du terrorisme dans le droit de la presse, parce
Parce que d'abord, ils ont au moins 2 élus qui sont poursuivis pour des apologies du terrorisme, donc ça permettrait de sortir mécaniquement tout seul de la panade. Et puis ensuite, ça permettrait surtout d'interdire qu'il y ait des enquêtes autour des gens qui commettent des apologies du terrorisme. Mais en réalité, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que, on parlait de naïveté, là pour le coup, c'est pas naïf, c'est pragmatique, c'est que l'introduction du délit en 2014 par Bernard Cazeneuve dans la loi avait vocation et a eu pour effet, donc maintenant qu'on a 10 ans de recul, on le sait, de permettre, dès qu'un individu s'exprimait, notamment sur les réseaux sociaux, pour faire de l'apologie du terrorisme, de déclencher, une fois constatée l'apologie, une enquête avec des pleins pouvoirs policiers qui permettaient de faire des enquêtes sur les individus. Et régulièrement, on est tombé sur des apprentis islamistes. C'est jamais les gars les plus intelligents qui vont aller faire de l'apologie sur les réseaux sociaux. Mais la bêtise n'est pas exonératoire d'un vrai danger. Et donc ça permet de faire des enquêtes. Voilà. Donc il faut que la loi séparatiste en 2021, même si elle ne va pas assez loin, elle a permis de faire dans le champ associatif, dans le champ cultuel, de donner à la police, de donner aux préfectures des outils. Maintenant, le dernier point. Après, j'ai des idées très créatives, mais je ne vais pas vous faire on ne va pas s'endormir avec le droit ce soir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut oser et qu'il y a des choses qui sont possibles. Mais tout ça, ça ne sert à rien. Pardon, je dis toujours la même chose, mais on en revient à l'état d'esprit. C'est-à-dire que si vous avez tous les outils sur le bureau, mais que chacun les regarde d'une main tremblante en attendant que ce soit l'autre qui prenne l'outil en premier, on n'arrivera jamais à rien. À un moment donné, il y a les outils qui sont là, il faut que des gens s'en emparent, prennent le manche et montent à l'action pour agir. Et franchement, on a les moyens de le faire. Quelques questions pour toi, mais je voudrais donner la parole à Oui, Eddy. bien sûr, bien sûr. Eddy. Avant de nous parler du 7 octobre, j'aimerais que tu nous racontes comment était ta vie et celle d'Iden avant le 7 octobre. Il lui faut un micro à la petite. Voilà. Good evening. I listen and you have אני מקשיב ויש לי פה מישהי שמתרגמת לי והכל נכון מה שנאמר פה מלבד דבר אחד שהחמאס שתפסנו את התוכניות שלו אחרי שהרגנו הרבה מהם יש תוכניות, מפות שהחזיקו ביד. Il a écouté, on lui a traduit, il a écouté tout ce qui a été dit, il est d'accord avec beaucoup de choses sauf une chose, qu'il va essayer d'expliquer maintenant. Il n'est pas d'accord avec le fait, on a trouvé, après l'attaque du 7 octobre, on a trouvé les plans du Hamas, beaucoup de cartes, de programmes qui étaient écrits. והתוכניות שלהם חד משמעיות, פשוט לחסל את כל ישראל. Et ces programmes-là, leur but était d'anéantir Israël, aussi simple que ça. את כל היהודים לים. Et de mettre tous les juifs à la mer. אז אם אנחנו מדברים על תמימות, לחשוב שהם רוצים לשחרר את האדמה, זה לא הסיבה. הסיבה זה שנאה שהם פשוט החליטו להרוג את כולם. זו הייתה התוכנית שלהם. Il dit que l'idée c'est pas de libérer la terre, okay, c'est pas de créer ce grand humain, si on peut dire, mais que ça vient de la haine. Ça vient de la haine, et ça c'est un outil pour diffuser cette haine, mais c'est pas le but en soi. Le but c'est d'anéantir le peuple juif. והם היו אמורים להגיע עד ראשון לציון בתוכנית, ואז
חיזבאללה היו מתחילים להפגיז בתל אביב. Ils devaient, dans le programme, le but était d'arriver jusqu'à Rishon LeZion. Rishon LeZion, c'est à côté de Tel Aviv, en gros. Et une fois qu'ils arrivaient à Tel Aviv, ils avaient atteint ce point-là névralgique. Le Hezbollah prenait le relais et il lançait une attaque aussi du nord. ובדרך יש 2 מיליון איש עד ראשון לציון, שזה הם היו מוכנים עם הכלי נשק שלהם להרוג 2 מיליון איש. Pour faire de Gaza jusqu'à Rishon LeZion, il y a 2 millions de personnes. Ils étaient suffisamment armés pour tuer, anéantir, détruire 2 millions de personnes. ואז הם פגשו בעצם את הילדים שלנו, כמעט 5,000 ילדים, במסיבת נובה. זה מה שעצר אותם. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, ce qui n'était pas dans ces plans-là, c'était le festival de Nova, le festival de danse de Nova. Et ces 5000 jeunes qui dansaient là-bas, c'est ça qui a arrêté, qui a fait faillir ces plans-là. Ça, ils n'avaient pas prévu, c'est ça qui les a arrêtés, c'est ça qui leur a pris, entre guillemets, du temps. Et c'est à cause de ça que ce plan-là n'a pas été mis à exécution. ועכשיו אני רוצה להגיד לכם שעידן שתילי הוא לא נכתב בגלל שהוא עידן שתילי, הוא נכתב כיהודי. Idan, son fils, Idan Shtivi, son fils, il n'a pas été pris en otage parce qu'il s'appelle Idan Shtivi, il a été pris en otage parce qu'il est juif. וככה כל החטופים וכל מי שנרצח שמה. אנחנו מדברים על 2,000 איש ביום אחד. Et avec lui, tous les autres otages, tous les gens qui ont été pris en otage, tous les gens qui ont été assassinés ce jour-là, on parle de 2000 personnes, tous ces gens-là, ils sont morts, ils ont été tués parce qu'ils sont juifs. זה לא מלחמה, זה שואה. C'est pas une guerre, c'est une chose. ואני חושב שפה בצרפת, היהודי רדומי, לא יודע, הערבים פה, המוסלמים, הם נראים רדומים, כמו שהם היו בישראל, רדומים ועובדים אצלנו, מתפרנסים אצלנו. Et ici, la menace, elle a aussi l'air endormie. Okay, la menace, elle a aussi l'air endormie, mais elle n'est pas endormie. C'est les mêmes gens qui, pour l'instant, travaillent, comme ça s'est passé en Israël, qui travaillent en Israël, qui gagnent leur vie en Israël, qui, le jour d'après, ont commis ces crimes. הם נכנסו המחבלים, והיה להם את השמות של מי שגר איפה שהוא גר. שמות שלמים שהם עבדו אצלהם. הם באו וחטפו את האנשים האלו ורצחו את כל המשפחה. Je retraduis juste ce qu'il a dit avant. De la même manière que ça se passe en Israël, ça se passe aussi dit que c'est la même chose qui se passe en France aujourd'hui. Vu que les gens qui sont venus le 7 octobre dans les kibbutzim, ils avaient le nom des gens, l'adresse des gens qu'ils connaissaient. C'est pas quelque chose qui a été fait au hasard, c'est quelque chose qui était prévu, qui était programmé depuis le début. כרגע הילדים שלנו, 101 חטופים, נמצאים שם בתוך המנהרות ואין להם מה לאכול, הם לא אוכלים ולא שותים והם עם בגדים קצרים וקר מאוד ובעצם בשבילהם זה שואה 420 יום. Au jour d'aujourd'hui, il y a encore 101 otages qui sont retenus à Gaza, qui vivent dans des conditions qui ne sont pas des conditions. Ils ont été pris en otage avec des habits d'été. On est maintenant au deuxième hiver. C'est 420 jours qu'ils vivent cette joie. Chaque jour, pour eux, c'est le recommencement de cette journée qui ne finit pas. ואסור לנו להירדם, אנחנו היהודים בכל העולם, אסור לנו בעצם לעצום את העיניים. אתם עכשיו עסוקים מה קורה פה בצרפת והם מנסים לעשות שינוי גדול, אותו חמאס, אותו אסלאם, אותו איראן בעצם. הפרוקסי של איראן, בערך 7 חזיתות
7 ארצות. Nous, on est occupés ici à ce qui se passe en France, mais il faut pas, c'est pas le moment de s'endormir. Okay, il faut absolument rester éveillé, il faut être conscient de ce qui se passe, il faut être conscient que ce qui se passe, de la même manière que c'est le Hamas pour le 7 octobre en Israël, ici, c'est aussi des proxys de l'Iran, et l'Iran se bat sur 7 fronts différents. Et tout ça, derrière, c'est l'Iran. ואנחנו תולים תקוות מאוד גדולות וסופרים את הימים עד ה-20 לינואר, כדי שטראמפ ייקח את השלטון מביידן שמחזיק את החטופים שלנו בגרון. Et on attend, ils attendent avec énormément d'impatience le 20 janvier que Trump, qui a fait donc cette fameuse promesse-là, que Trump arrive au pouvoir et libère ses otages que Biden a gardé dans sa gorge. Donc on va traduire ça, mais qu'il a gardé, ça n'a pas été résolu sous son mandat. יש לנו נוהל בצבא, שהנוהל הזה נקרא חניבל. שמישהו נחטף, גם אחד. כל הצבא נכנס לתוך המקום ויורים לכל הכיוונים. עד שמוצאים את החטוף. Dans ça, dans l'armée israélienne, quand il y a quelqu'un qui est pris en otage, ou qu'on a peur qu'il soit pris en otage, il y a ce qu'on appelle le Noal Hannibal, c'est une réaction, okay, c'est un procédé qui est mis en place, une procédure qui est mise en place, qui fait que même si c'est un qui est pris en otage, toute l'unité, tous les gens qui sont ils rentrent directement pour. Il n'y a plus de loi, il faut récupérer cet otage-là. Okay, il faut mettre tout en œuvre pour pouvoir récupérer cet otage. ואדון ביידן, הוא אומר כאילו לכל הערבים don't, אבל הוא מתכוון בעצם ליהודים ולראש ממשלתנו בנימין נתניהו, הוא אומר לו don't, אתה לא נכנס. Biden, quand il a dit le fameux don't, il s'est adressé aux ennemis d'Israël, qui prévenaient la région, c'est pas le moment de bouger, de faire quelque chose, de renverser la situation normalement. Il s'adressait surtout aux Juifs et aux Israéliens et au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, en disant toi aussi, c'est-à-dire toi aussi ne rentre pas, toi aussi ne fais pas les choses qui pourraient renverser la situation, qui pourraient renverser l'équilibre, si on peut appeler ça comme ça, fragile de la région. 19 ימים שאנחנו יושבים בתוך ישראל ולא מביאים את החטופים, לא נכנסים לתוך עזה. עזה, it's small city, like Netanya. 19 jours. Ça a pris 19 jours après le 7 octobre jusqu'à ce que l'armée israélienne rentre dans Gaza. 19 jours. Gaza, c'est tout petit, c'est un territoire qui est très petit. 19 jours où on a attendu en face de ce petit territoire et que les otages étaient là-bas et que rien n'a été fait. אני מודה פה, אני על אשתי ואני כועס מאוד על אמריקה שהיא חברה שלנו והם אמורים לדאוג לנו, אנחנו בעצם החטופים שם, הילד שלי שם, בגלל אמריקה. Il est très en colère contre les États-Unis et une raison pourquoi son fils est toujours là-bas, c'est à cause des États-Unis, c'est à cause du fait qu'ils ont bloqué l'action d'Israël. יש לנו צבא חזק מאוד, הכי חזק. יש לנו טכנולוגיה הכי מדומיינת שיש. ואנחנו בחודש אחד סיימנו את המלחמה בלבנון והרגנו את נסראללה שהתחבא בתוך בונקרים. אנחנו יכולים לעשות הכל ואנחנו לא מבינים למה אנחנו לא מצליחים להביא 100 חטופים. פה אולי יש 50, תחשבו 100 חטופים
En un mois, on a détruit les infrastructures du Hezbollah. On est parti trouver Nasrallah, donc la tête du Hezbollah, dans son bunker où il était caché. En un mois, tout ça, ça a été fait. On a Israël, on a l'armée qui est la plus forte, qui peut tout faire, virtuellement, qui est capable de tout. Comment c'est possible que 101 personnes, c'est à peu près cette salle, je crois qu'il y avait 120 inscrits, c'est-à-dire comment c'est possible qu'on n'arrive pas à retrouver 101 personnes depuis plus d'un an? Comment on explique ça? ממתי מדינה שהיא במלחמה נותנת אוכל לאויבים? Depuis quand un État qui est en guerre contre une autre partie doit subvenir à leurs besoins, doit les nourrir? אני בגוף שלי עצרתי משאיות של ההומניטרי כדי לא להכניס אותם לעזה. Et lui, il a stoppé des camions humanitaires avec son corps, il les a empêchés de passer pour les empêcher de rentrer à Gaza. ואדון ביידן לקח את ההומניטרי והביא אותם עם הליקופטרים. Et le président Biden, il a pris cette aide humanitaire et les a parachutés dans Gaza avec des hélicoptères. מה שאני מנסה להגיד פה, שיש פה דברים נסתרים שאנחנו לא יודעים ואנחנו בסוף נדע. אני מדבר עם ראש הממשלה לפחות פעמיים בשבוע. אני איש סוד שלו. אנחנו יודעים דברים שאסור לנו להגיד אותם. ההיסטוריה תדבר אחר כך. Il y a des choses aujourd'hui qu'on ne sait pas mais qu'on va savoir. Il parle 2 fois par semaine avec Netanyahu, le Premier ministre israélien. Ils échangent énormément. Il y a des choses qui sont dites et qui ne peuvent pas répéter et que l'histoire saura leur raconter. עכשיו אני רוצה לספר על עידן קצת. Maintenant, on va parler un peu de Idan, son fils. עידן גר איתי ב5 חודשים האחרונים. Idan, il habitait avec lui dans les 5 derniers mois avant cet octobre. ואנחנו כל כך קשורים אחד לשני, שאנחנו מסתכלים בעיניים ומדברים דרך העיניים, ברמה הזאת. Ils étaient tellement connectés qu'ils pouvaient parler avec les yeux, ils pouvaient communiquer, se regarder et savoir qu'est-ce que l'autre voulait dire. אני ב7/10 מניח תפילין. וכל פעם שאני מניח תפילין, אני אתפלל על עידן, ואני רואה אותו. Depuis le 7 octobre, il met les tefilines. À chaque fois qu'il met les tefilines, il pense à son fils et il voit son fils, il voit Idan. אם יש לכם ילדים, אתם יכולים לדמיין כשהילד שלך נופל, אתה מרגיש את הכאב שלו ברגל. Quand, pour ceux qui ont des enfants, quand votre enfant il trébuche, il tombe, vous sentez sa douleur qu'il soit tombé. ככה אני מרגיש את עידן. Et c'est ça qu'il ressent avec Idan. Il ressent la douleur qu'il ressent. ב7 לאוקטובר השנה 24, הצבא בא והודיעו לנו שעידן נרצח. Le 7 octobre dernier, donc un an après le fameux 7 octobre, le sinistre 7 octobre, un an après, l'armée israélienne lui a annoncé que son fils était décédé. אני מרגיש שהוא חי. Et lui, il sent qu'il est vivant. Il sent en lui qu'il est vivant. אין להם מספיק הוכחות. Ils n'ont pas suffisamment de preuves. כשהם תפסו את סינואר, ידענו שזה סינואר, אבל לא הסתפקנו בזה. לקחו את האצבע שלו, שלחו אותה לתל אביב, לעשות DNA. Quand Sinoir il a été tué, pris, on savait que c'était Sinoir, et pourtant on a quand même fait des tests ADN, et l'ADN a confirmé que c'était bien Sinoir. לכן, אני לא יכול להאמין מסרטון
של 12 שניות שהוא ללא הכרה והוא לא חי. Un clip, une vidéo de 12 secondes où on le voit évanouir, on voit pas, ça ne veut pas décider, c'est pas ça qui peut être une preuve pour le fait qu'il serait mort, assassiné le 7 octobre. אני לא יודע מאיפה המוטיבציה ולמה המוטיבציה הזאת להודיע למשפחות שהיקר שלהם חטוף, נרצח, בלי שיהיה להם מספיק הוכחות. אני לא מבין מאיפה המוטיבציה. Il ne comprend pas c'est quoi la motivation, qu'est-ce qui est derrière le fait qu'on veuille annoncer à des familles d'otages, qui sont otages depuis 1 an, que leur fils est décédé, est mort, sans preuve suffisante. יש כל מיני מחשבות, אולי יהיה להם יותר קל במשא ומתן, בגוש 6. Il y a plusieurs idées concernant ça. Peut-être que c'est plus simple de gérer des négociations pour les otages, comme ça. כי הם רוצים על כל החטופים, אסירים, חמאסניקים, שתפסנו בשבי. על כל אחד 300. Parce que quand ils négocient, c'est terrible ce mot, mais quand on s'assoit à des tables de négociation, ils demandent pour un otage 300 terroristes du Hamas. Un otage vivant, 300 terroristes du Hamas. אבל אם הוא מת, אז רק 3. Mais si c'est le corps qu'on demande de le ramener, alors c'est 3 terroristes du Hamas. אז אתם צריכים לעשות את החשבון למה הם מודיעים לחיילים, למשפחות שהבן שלהם נרצח. On vous laisse faire le calcul, mais vous pouvez comprendre pourquoi peut-être ça pourrait faciliter les négociations d'annoncer aux familles que leur fils est mort. החמאס התקשרו אליי ואמרו לי שהוא חי. Le Hamas l'a appelé et lui a dit que son fils était vivant. מה שאני רוצה להגיד לכם, זה שהצבא כבר ממש שולט בעזה, לא נשאר חמאס. זה לא אידיאולוגיה, גם את האידיאולוגיה אנחנו נחסל. Le Hamas ne dirige plus la bande de Gaza. Et même l'idéologie du Hamas, on arrivera à la détruire. לא נשאר להם הרבה. Il ne reste pas grand-chose d'eux et de leurs idées. במלחמת העולם השנייה, בסוף המלחמה, הנאצים נשארו בגובה דשא. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les nazis, ils étaient au niveau de l'herbe, c'est-à-dire c'était rien, presque rien. להם היה אידיאולוגיה הרבה יותר רצינית משל חמאס, להרוג את היהודים. Et eux, ils avaient développé cette idée de tuer, d'assassiner, d'exterminer les juifs, encore plus que le Hamas. Ils en avaient fait une théorie très développée. Il en reste rien. ויש לנו ראש ממשלה חזק, הכי חכם, והוא לא ייתן לחמאס להישאר בשלטון, והוא יעלים את כל החמאס. On a un premier ministre en Israël qui est fort et qui ne laissera pas un souvenir, il effacera le souvenir du Hamas à Gaza. תגידי שהמתרגמת היא לא מדברת בחוזקה כמו שאני מדבר. Je le refais, excusez-moi, il a raison. On a un premier ministre qui est fort et qui ne laissera pas l'ombre du souvenir du Hamas à Gaza. אנחנו צריכים רק להחזיק מעמד, להתפלל, שהחטופים יישארו בחיים עד שטראמפ יעלה לשלטון. Il faut qu'on soit fort et qu'on continue à prier jusqu'au 20 janvier que Trump monte au pouvoir et qu'il libère les otages. תודה רבה לכם. תודה רבה.
Thibaut de Montbrial va nous quitter à 10h30 pile. Alors, je vais prendre quelques questions dans la salle auxquelles il va répondre. Je vous invite aussi à acheter son livre Osons l'autorité. Absolument. Et à adhérer à son association, le CRSI, que vous pouvez retrouver CRSI-6, paris.fr. Le livre est passionnant. Alors, 2-3 questions, je crois que monsieur, vous vouliez... Marc ? On a parlé des réseaux sociaux. Non, je vais essayer de parler assez fort. On a parlé des réseaux sociaux. Mais, les réseaux sociaux et également la puissance de feu que ça peut représenter. Mais on ne pourrait pas dire aussi et propager l'idée qu'ils sont attachés à un festival de danse, que c'est nul. Les réseaux sociaux, dans l'autre sens, ils marchent bien pour balancer toute une théorie, toute une idéologie. Mais humainement parlant, ça choque personne. Si on développe cette idée, je ne l'entends jamais. Alors, on va prendre 2-3 questions en même temps. On la retient. Si vous la retient. Monsieur, vous voulez poser une question? Est-ce que quelqu'un d'autre a... Et on posera ensuite des questions à Elie si vous en avez envie, mais si vous doit vraiment nous quitter. Bonsoir à tous. Je suis très ému par votre témoignage. Je voudrais poser 5 questions. Si vous pouvez me laisser aller juste sur vous, 5 questions. La première question est la suivante. D'abord, pour tout vous dire, jusqu'à maintenant, j'étais français républicain et avant 7 octobre, j'étais accessoirement juif, étant parfaitement athée, et maintenant, j'ai l'impression d'être juif avant d'être français parce que quand il m'arrive d'aller à l'étranger, j'ai honte de dire que je suis français. La deuxième chose, je voudrais savoir, et qu'on me réponde, que disent, ce que je disais avant. Je disais que les musulmans n'étaient pas des islamistes, et maintenant, je regrette d'avoir dit pendant tant d'années, moi qui suis avec des parents d'origine tunisienne, j'ai toujours pris leur défense, et je disais que les gens qui disaient du mal des musulmans et des arabes étaient des racistes et que demain, ils diraient du mal des juifs. Et maintenant, j'ai du mal à répondre à ceux qui me disent oui, il y a des terroristes, il y a des islamistes, mais ils sont une minorité, et les musulmans de France, en France, ne sont pas des islamistes. Est-ce que vous pensez que ces islamistes, ce que je disais avant, étaient une minorité, ou est-ce que vous pensez que les musulmans sont une force silencieuse derrière ces islamistes et qu'ils suivront, comme souvent, les Français ont suivi pendant la guerre et des collabos, il faut le dire, et est-ce que ces gens sont effectivement des dangers pour nous? Si vous permettez, j'ai d'autres questions. Vous avez beaucoup parlé du Hamas, vous n'avez pas beaucoup parlé du Hezbollah. Moi, vous avez dit qu'une des menaces, c'était l'Iran, et le Hezbollah, d'après les patients, parce que je suis médecin israélien que je soigne, ils me disent que le Hezbollah va être la prochaine grande lutte d'Israël. Et je leur disais, oui, mais c'est une lutte qui est ingagnable, puisque le Hezbollah, c'est l'Iran. Et ce monsieur très introduit dans les milieux israéliens m'a dit, non, le Hezbollah est seul, très riche, parce que c'est le premier trafiquant au monde de drogue. Donc, ma question, est-ce que Israël est en mesure de mener un combat contre le Hezbollah? Désolée, il faut vraiment que on fasse temps de répondre si on peut conclure la question. C'est bon? Plusieurs questions. Non, pour l'instant, déjà. Vous laissez Thibaut répondre? Déjà. Je suis désolé, mais il faut vraiment que je parte dans 3 minutes. J'ai des journées qui commencent à 7h30 et qui finissent vers 23h. Et ça tire un peu dans les organismes. Et en plus, il faut que mes policiers viennent me chercher le matin et me raccompagnent aller se coucher. Et dans leurs jambes, ça tire encore plus que dans les miennes. Et je pense à leurs jambes et je les remercie pour tout ce qu'ils font.
Je vais répondre à vos deux premières questions. Franchement, ce soir, je ne vais pas me lancer sur le Hezbollah. C'est un vrai problème. Il y aurait beaucoup à dire. Je suis sûr que d'autres ici pourront aussi vous éclairer. Je vais rester sur vos deux premières questions qui sont absolument essentielles. Première question, la honte de dire qu'on est français. C'est la conséquence de tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais ce n'est pas une fatalité. C'est-à-dire qu'il faut le piège, mais on comprend cette tentation, c'est de se dire que toutes ces lâchetés, tous ces renoncements, toutes ces godilles politiques qui aboutissent à une forme de soumission, effectivement, ça donne pas envie de se lever et de se battre pour les gens qui sont au pouvoir ou qui y ont été, mais on ne vit pas pour les politiciens. On vit pour son pays, pour étymologiquement, la patrie, c'est la terre de nos pères, étymologiquement. Donc, on vit pour nos racines, pour notre civilisation. La France, je parle de la France, c'est un pays aux racines gréco-latines et de tradition judéo-chrétienne, depuis plus de 1500 ans. Donc, c'est pour ça qu'il faut se lever et se battre. Et le fait qu'on ait honte d'un passé proche n'empêche pas d'essayer de redevenir fier et de contribuer à rétablir la fierté. Parce que la grandeur de la tâche qui attend la nouvelle génération politique, parce que moi je suis convaincu que le chaos actuel va aboutir à une nouvelle génération politique, dont vous avez bien compris que je pense que d'une manière ou d'une autre, j'en ferai partie, en tout cas j'en suis totalement déterminé. La gageure, c'est de réussir à pérenniser notre pays sans nous renier et en conservant ses valeurs. Ce qui nous amène à votre deuxième question. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer qu'il y a une distinction entre l'islam et l'islamisme, entre les musulmans et les islamistes? Je vais vous répondre là où vous ne m'attendez pas. C'est qu'on n'a pas le choix. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut qu'on soit suffisamment déterminé pour imposer toute la partie précédente, c'est-à-dire la fierté, la restauration de nos racines, etc. Et pour autant, d'être suffisamment malin pour donner envie, notamment aux jeunes qui sont de culture étrangère, mais qui sont français. Après, il faut arrêter de devenir français si facilement. C'est-à-dire qu'il faut changer le mode d'accès à la nationalité, etc. Mais pour ce qui est aujourd'hui, si on prend la photo aujourd'hui, il y a des gens qui sont français et qui pourtant, par leur comportement, par leurs sentiments, par tout ce que vous entendez tous les jours à la télé, ne se conduisent pas comme des Français et professent même la haine de la France. Eh bien, il y a une partie qui va être très difficile à traiter et qui, je pense, est celle qui va nous poser des problèmes de sécurité extrêmement durs dans les années qui viennent. Et il faudra être absolument impitoyable. Mais ce n'est pas une fin en soi. Le vrai programme politique, c'est une forme de reconquête des cœurs et des âmes, pour paraphraser l'expression américaine. Et ça ne peut passer que par l'éducation et la culture, et je vais finir là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'islamiste qui applique les théories des frères musulmans, il désintègre, c'est-à-dire qu'il fait en sorte de rendre le jeune musulman fier de ses racines musulmanes et de se désolidariser du corps social français. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Il faut faire l'opération inverse. C'est-à-dire qu'il faut changer les programmes scolaires, il faut se réapproprier notre histoire. Moi, j'étais l'avocat de la famille Beltrame. Il faut se réapproprier les héros français. Être français, c'est formidable. Il y a des héros, il y a des gens qui ont fait notre pays. Et il faut à nouveau devenir aimable au sens d'être aimable, de pouvoir être aimé. Il faut que notre pays, collectivement, redevienne une aventure collective que les jeunes aient envie de vivre. C'est pas une question de couleur de peau. C'est pas une question de couleur de peau. C'est pas une question d'ancienneté dans la patrie. Vous avez des gens qui sont des très vieilles familles françaises. Il se trouve que j'en fais partie, j'en tire pas de gloire particulière, c'est comme ça. Ça m'oblige un peu plus, mais ça c'est mon problème à moi. Mais je connais des gens, notamment dans la police, dans la gendarmerie, dans l'armée, qui sont français depuis 5 ou 10 ans, et qui sont des gens absolument formidables. Et il faut s'appuyer là-dessus. Si on dit aujourd'hui, tous les musulmans, de toute façon, c'est perdu, parce que les mecs, ils sont très ambigus, et donc de toute façon, on va les traiter avec suspicion, etc. Vous les laissez, vous ne leur laissez pas d'autre choix que de tomber comme des fruits mûrs
dans l'escarcelle des islamistes. Et il faut parler à ces gens, il faut leur dire viens avec nous, parce que la vie avec nous, elle sera beaucoup plus agréable que la vie avec eux si c'est eux qui gagnent. Il faut faire de ces gens des Français de cœur. Et pour ça, c'est un travail qu'il faut faire sans naïveté, parce que ce que je dis, il ne faut pas que vous pensiez que c'est de la naïveté, mais on n'a pas le choix. On a aujourd'hui entre 8 et 10 millions de musulmans en France d'une manière ou d'une autre, en comptant les Français et les étrangers. On ne peut pas dire, les gars, soit on fait un mur et on leur donne un quart du territoire, soit vous partez de ça. C'est des théories qui sont folles et qui sont inapplicables. Donc, il faut engager ce programme en étant absolument lucide. Je suis désolé, on ne va pas engager un débat parce qu'il faut... Juste un mot, vous disiez qu'il faut que chacun d'entre vous rentre dans cette et du courage. Donc, très bien, moi j'ai du courage, mais personne ne me dit, excusez-moi, personne ne dit, faites, voilà, adhérez à tel groupe et faites ceci. CRSI. Non mais... Et on a des VOLM sans salle. Il faut... VOLM sans salle, il est membre du CRSI. Florence Bergeau-Blatter, elle est membre du CRSI. Il y a tout un tas de gens aujourd'hui dans la société française qui nous rejoignent. On n'est pas les seuls. Non, mais on n'est pas les seuls. Ce que je veux dire, c'est que plus vous aurez des petites cellules de gens comme ça qui s'organisent, qui réfléchissent, qui veulent peser dans le champ public, nous on pèse énormément dans le champ public et dans le champ politique, vous l'avez compris, et j'espère de plus en plus, plus on pourra y arriver. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, au début ça va piquer sur la sécurité, et pour ça il faut être prêt à être solide, à être ferme et à être dur, et à combattre la presse de gauche, les associations, etc., qui tenteront de nous en empêcher. Et ensuite, que c'est un programme sur une génération de reconquête. Je ne suis pas sûr qu'on y arrive. Moi, j'y crois de tout mon cœur, parce que si on n'y croit pas, à ce moment-là, on ne se lève pas et on n'avance pas. Nous vivons une période qui est extrêmement dangereuse. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les civilisations sont mortelles, et j'espère que nous n'assistons pas à la fin de la civilisation occidentale. Je l'espère. Je n'en suis pas sûr, mais je l'espère. En tout cas, ce que je voulais vous dire pour finir, c'est que je vous remercie infiniment pour la chaleur de votre accueil, et que quoi qu'il arrive, et quoi que je fasse dans les mois et les années qui viennent, vous pourrez toujours compter sur moi. Bravo! Bonne soirée à tous. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Parce que là, on a parlé d'Élie, en tout cas, c'est pour Élie. S'il vous plaît, ce soir, je suis content d'entendre que la famille de certains États est pour Netanyahou, qu'on nous livre des images en France par les médias, on imagine, on est toujours en train de voir des otages qui se réunissent et qui interpellent Benjamin Netanyahou. Donc pour moi c'est une révélation de ce que vous avez dit ce soir. Et puis je voulais vous dire que c'est vrai que c'est assez incompréhensible que vous ayez des informations contradictoires. Est-ce qu'il en est de même pour la famille d'autres otages? Est-ce qu'ils ont aussi eu l'armée qui les prévenait qu'ils étaient décédés alors qu'ils ne l'étaient pas? Oui, il y a eu une occurrence, il a dit tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres questions à 32? Oui, oui, d'autres. Ah, tu les prends tout de suite? D'accord. Bah, attends. Personne n'a levé la main. Oui. Ah, et après tu me... Ok. אז קודם כל, לשאלתך, יש 37 משפחות שהודיעו להם, ואני מוביל את העניין הזה של תחשבו על הסיכוי של 5% אפילו שהוא חי, תתפללו על זה ותדרשו את החטוף שלכם, את היקר שלכם, חי. Il y a d'autres familles qui sont dans le même cas.
une trentaine de familles. Et lui, il a pris il les emmène ces familles-là, justement à se baser sur les 5% de chance que leur proche est vivant, et à prier pour que ça, ce soit 5% là, ce soit la vérité, ce soit la réalité. Donc ça se base sur ça, sur cet espoir que leurs proches et chaque otage, qu'on n'est pas sûr, okay, à chaque fois c'est une probabilité qu'ils soient vivants ou morts, et ben, que les chiffres soient de notre côté. ישנם מקרים שהנרצח הגיע לארץ וקבעו אותו, אז פה אין ספק. Il y a des cas déjà où vous avez déclaré un otage décédé et c'est des otages qui ont été libérés dans le premier accord qui a été fait. Donc ça existe, ces choses-là. יש מקרים שמצאו חלק מהגוף, כמו, לא יודעים מה, מצאו חלק מהגוף שאי אפשר לחיות בלעדיו. ואז נקבע מותו, וזה אפשר לקבל, יש DNA ויש הכל. Il y a des cas où ils ont retrouvé certaines parties qui sont des parties vitales du corps. Dans ce cas-là, on sait que la personne, elle est morte. Okay, on peut acter ça. Là, ce n'était pas le cas. En ayant et l'ADN et le fait que c'est une partie vitale, on le sait. Mais là, ce n'était pas le cas. אבל אי אפשר לסמוך על סרט של 12 שניות ללא הכרה. Mais se baser sur un clip vidéo de 12 secondes où on ne le voit pas, conscient, ça c'est pas possible. Mais par rapport à l'opinion de Netanyahou, on a cette impression en France que la famille des otages est contre Benjamin Netanyahou. Est-ce qu'il peut nous dire quelque chose à ce sujet? C'est ça le truc. אנחנו ב7 לאוקטובר נחטפו לנו הילדים, אבל לא בחרו אותנו. אם אני ימני או שמאלי, או שמאלני, תגידי את זה. Le 7 octobre, les terroristes du Hamas ne sont pas regardés si la victime, sa famille était de droite, elle était de gauche, elle pensait qu'elle c'est comme ça. C'est pas ça qu'ils ont regardé. אני תמכתי בבנימין נתניהו לפני. יש משפחות שהם היו קפלניסטים, לא יודע אם יודעים מה זה קפלניסטים. קפלניסטים. אלו אנשים שרוצים, מוכנים לשרוף את המדינה רק כדי שביבי נתניהו לא יהיה בשלטון. Il y a des gens, lui c'est un soutien de Netanyahou depuis longtemps, depuis avant le 7 octobre. Il y a des gens dans les familles des otages, de la même manière qu'il y a des gens de droite, de gauche, il y a des gens dans les familles des otages qui étaient déjà des gens très engagés contre Netanyahou, très engagés avant dans la réforme judiciaire contre Netanyahou, et qui sont prêts à sacrifier énormément de choses et pour traduire littéralement à brûler ce qu'il faut pour que Netanyahou ne soit plus le premier ministre d'Israël, soit destitué. יש שתי סוגים של ישראלים. אחד, שהוא גם שמאלני וגם ימני וגם דתי וגם חילוני, גם מזרחי וגם אשכנזי, שהם מוכנים למות בשביל המדינה. והסוג השני, שאותו דבר, ימני, שמאלי, שחור, לבן, דתי, חילוני, שמוכנים רק בשביל דעתם אפילו לשרוף את המדינה. רגע. אני אוהב את המדינה שלי. La différence à faire, okay, dans chaque catégorie d'Israéliens, vous allez trouver qu'ils soient de gauche, de droite, qu'ils soient religieux, pas religieux, qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, qu'ils soient séfarades, qu'ils soient ashkénazes. Okay, vous avez deux catégories de personnes. Des personnes qui sont prêtes à mourir pour leur pays, à mourir pour Israël, et des gens qui sont prêts à tout brûler pour leurs idées à eux, leurs idées personnelles. Okay, lui, il aime Israël. Son pays. Je peux?
Je voulais te remercier infiniment. J'ai été bouleversée par ton témoignage. Parce qu'en France, on a abandonné la transmission de la Shoah. On a abandonné la transmission de toute la traite négrière des arabo-musulmans, les barbaresques, toute la colonisation des arabo-musulmans depuis 13 siècles. On a abandonné aussi de préciser aux écoles et aux écoliers que les frères musulmans étaient alliés d'Hitler. Le Hamas, c'est la branche armée. Et ce qui m'a touchée dans ton témoignage, c'est que tu as parlé de courage et tu as parlé de force. Et peut-être que la question, c'est comment peut-on retrouver la force de ce que Dieu a donné à Salomon, c'est-à-dire un cœur qui entend. Et c'est ce que tu entends quand tu dis que ton fils n'est pas mort. Et je te remercie pour cette parole de Hatikva, d'espoir absolument incroyable. Merci beaucoup. Une dernière question, s'il vous plaît, une dernière question, parce qu'on va devoir rendre la salle. Vous m'excuserez pour la naïveté de ma question, mais je n'ai pas très bien compris en quoi le comportement de Joe Biden empêche la libération des otages et comment va faire Trump pour permettre la libération des otages qui n'a pas été possible pour l'instant, en tout cas pour la totalité des otages. ברגע שביידן נותן להם את הסיוע ההומניטרי באמצע מלחמה, הוא בעצם שומר עליהם ומחזיק את החטופים. Quand Biden il permet l'entrée, il encourage l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza, il soutient les terroristes du Hamas, et il maintient les otages africains. כל המלחמות בעולם, ברגע שעשו מצור, ולא היה מים ולא היה אוכל ולא חשמל, ניצחו את המלחמה. La tactique du siège, c'est pas une tactique qui a été inventée maintenant. Chaque État qui a mené un siège, qui a coupé l'accès aux vivres, aux ressources en fait, de l'eau, de la nourriture, elle a gagné la guerre. לכן, אני אומר שישנה תוכנית אחת גדולה, אני לא יודע מי זה הגוף, זה קרן דקסטר, ביידן, ואנשים גם ישראלים, כן? שנסעו אליו להתייעץ עם ביידן, הם לדעתי עוצרים בעצם את שחרור החטופים לסיום המלחמה. Il y a un programme général, une politique générale, okay, qui a été mis en place par différents... Le fonds Dexter, par exemple, okay, qui conseille Biden et qui entretient cette situation des otages, cette guerre qui ne finit pas. לכן, אני רוצה להגיד דבר אחד חשוב. אני אמרתי את זה לראש הממשלה ביום הראשון שפגשתי אותו. Le premier jour où il a rencontré Netanyahou après 7 octobre, la première chose qu'il lui a dit, c'est la chose suivante. אנחנו אנשים מאמינים באלוהים שלי. Est-ce que vous croyez en Dieu? מאמינים, אנחנו יהודים, אנחנו מאמינים באלוהים, האמס. יופי. דוד המלך, מי בחר אותו, העם או אלוהים? Qui a choisi le roi David? C'est le peuple ou c'est Dieu? Dieu. אלוהים. שלמה המלך, אותו דבר. Le roi Salomon, pareil. כל המלכים בתנ"ך, אלוהים. Tous les rois qu'on a eus, c'est Dieu qui les a choisis. והכי הרבה זה משה רבנו, שאלוהים בחר אותו. Et celui qui représente le mieux ça, c'est Moshe Rabbeinu. Okay, c'est Dieu qui a choisi Moshe. שיש לנו מנהיג בישראל
כמו ביבי נתניהו. מי שבחר אותו, זה נכון, דמוקרטי, אבל אלוהים שם לו את מבטחו. Bibi Netanyahou, c'est peut-être le peuple qui l'a élu, ok, mais derrière chaque chose, c'est Dieu. Et si on l'a mis à cet endroit-là, à ce moment-là, c'est qu'il y a une raison. אז זה כפיים. בעזרת השם אנחנו ננצח, אנחנו עם חזק. עם ישראל חי! עם ישראל חי! On va la chanter avec lui parce qu'il adore la chanter. Ça fait 3 jours qu'il me la chante. Mais avant, d'abord je voudrais te remercier, Elie. Je veux te remercier de la force que tu nous donnes et de la force surhumaine dont tu fais preuve. Parce que être capable, c'est facile de critiquer tout ce qu'il y a autour de soi quand on a son fils qui est dans un tunnel, effectivement. Mais il nous donne une force incroyable d'abord de Emouna, mais d'unité. Ce qu'on n'arrive pas forcément à avoir avec le temps, comme on l'avait les premiers temps. Donc merci de nous redonner, de nous retransmettre cette force d'unité. Merci à tous d'être venus. Merci à Paola et à Lorraine pour les traductions, parce que c'est pas un travail facile. Je voulais les applaudir. Je vais juste dire une dernière chose, parce que vous êtes beaucoup à partir. Vous avez des petits appels aux dons. Même si vous ne donnez pas vous, faites-les traîner chez vous, faites-les traîner sur vos tables basses. On a fait le choix de ne pas faire payer les conférences qu'on a envie d'organiser parce que j'estime que la connaissance doit être libre et gratuite. En revanche, le collectif Satoptable a besoin d'imprimer des stickers. On a des affiches, pour l'instant ça va, mais on n'a plus de stickers. Et on a des soldats de la lumière qui toutes les nuits vont coller, même tous les jours, vont recouvrir les stickers des pro-palestiniens et des BDS et j'en passe. Donc s'il vous plaît, si vous voulez bien, vous pouvez acheter des pulls, vous pouvez acheter des t-shirts, vous pouvez acheter des cadeaux de Hanouka. On a des super équipes cadeaux de Hanouka. Et je vais laisser la parole à Elie, puis on va chanter ensemble la chanson. רגע, קודם כל, רציתי להודות לכם שהגעתם, לשמוע, במיוחד את. D'abord, je veux vous remercier d'être venu et d'avoir écouté. Et particulièrement, qui? ואני רציתי להגיד תודה רבה לאורל המדהימה, שהיא מלווה אותי מהיום הראשון, והיא דאגה לזה שאני אגיע לצרפת, לפריז, כדי לדבר, והיא דואגת לי לכל דבר, ואני סומך עליה, היא עושה לי את התוכנית, ואני, מה שהיא אומרת, אני כמו חייל, בא ועושה. Un grand merci à Aurélie qui a organisé, qui lui a permis d'être là ce soir, qui a organisé ce voyage dans lequel il peut aller parler à énormément de gens et faire avancer cette cause-là. Et la remercier d'avoir pris en charge tous les besoins qu'il avait et toutes les rencontres qu'il a pu faire. Et merci beaucoup. Et merci de translator et traductrice. חשוב מאוד שכולם ידעו עברית, לשמור על השפה שלנו. C'est très important d'apprendre l'hébreu. Je voulais lui chanter Eli, Eli. Eli.